俺の何がわかる。私と同じだ。 Susu no Frieren, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, dites-le moi dans les commentaires. Ce d'immenses compliments de la part des fans grâce à son approche unique des contes fantastiques, classiques et ses œuvres d'art époustouflantes. Bon, ça c'est ce qui a été dit par les fans. À part ça, on a une équipe de choc qui travaille sur ce projet. On a Madhouse, l'un des plus grands studios d'animation japonaise, et le réalisateur Keishiro Sato, qui est celui qui a réalisé Bocchi the Rock, et le compositeur Evan Cole de Violet Evergarden. Une équipe vraiment de choc, et donc l'adaptation animée à venir a le potentiel de devenir l'une des séries les plus visuellement captivantes de ces dernières années. Ça va être une série fantastique et exceptionnelle. Bon, je vous résume l'histoire. Après la défaite du roi démon, le groupe de héros victorieux rentrent chez eux et prennent des chemins différents. On a le personnage principal Frieren qui est une magicienne, Himmel le héros, Aether le prêtre et Essen le guerrier. Je pense que j'ai massacré leur nom mais bon. Donc ils se remémorent tous leurs 10 dernières années d'aventure en se disant au revoir. Le temps passe différemment pour les elfes et Frieren les voit passer et disparaître lentement, l'un après l'autre. C'est ultra triste. Avant de mourir, Aether confie à Frieren une jeune apprentie humaine nommée Fern. Poussés par la passion de l'elfe pour la collecte des sorts magiques, les deux se lancent dans un voyage apparemment sans but, revisitant les lieux que les héros d'autrefois ont visités. Et tout au long de leur périple, Frieren se rend compte qu'il regrette de ne pas avoir tissé de liens plus étroits avec ses compagnons, aujourd'hui décédés. C'est vraiment triste, mais ça a le potentiel d'être un animé exceptionnel. Donc, préparez-vous à un voyage dans un monde où la narration est incroyable et les visuels pour cet animé parce qu'il mérite tellement. Nana est un animé incroyablement méconnu et c'est un véritable bijou à découvrir. Il traite des sujets réels tels que l'amour, l'estime de soi et l'amitié d'une manière très maîtrisée. L'histoire de Nana est celle de deux jeunes femmes qui se rencontrent par hasard dans un train et malgré leurs différences, elles développent une profonde amitié et se retrouvent dans des relations amoureuses compliquées et aussi des faits compliqués. Ensemble, elles tentent de reconstruire leur vie à Tokyo pour de bon. Cet animé est vraiment un excellent choix pour les fans d'anime à la recherche d'une expérience émotionnelle intense. Anna explore les relations difficiles, les sacrifices et aussi les désirs irréalisables. Vous allez découvrir un monde où l'amour peut être aussi beau que destructeur. Et ça, c'était beau. Nana est un véritable bijou à ne pas manquer, même si voilà, l'animation est assez ancienne, mais regardez-le. これ毒です。 Kusuria no Hitorigoto. Je pense que dans cette liste, c'est celui que j'attends le plus car il m'a ébloui visuellement dans le trailer. Nous suivrons Mao Mao dans la Chine ancienne, une pharmacienne initialement en poste dans un quartier peu recommandable de la ville. Sa vie prend un tournant radical après avoir été kidnappée et dès lors, elle se retrouve prise au piège en tant que servante au sein d'un empire tentaculaire. Malgré son désir d'éviter les ennuis, le destin de Mao Mao se mêle à celui de la famille royale. Et comme on l'a dit, elle est condamnée à servir au palais toute sa vie. Un jour, elle apprend que les deux enfants de l'empereur sont gravement malades. Elle décide alors d'agir en secret, forte de son expérience de pharmacienne élevée dans le quartier pauvre. Malgré les efforts de Mao Mao pour rester totalement anonyme, elle ne tarde pas à attirer l'attention de Jinchi qui est un personnage influent et qui reconnaît ses talents tout de suite. Donc, tout va changer et Mao Mao se retrouve bientôt dans la cour intérieure de l'empereur, où elle se fait progressivement un nom en utilisant ses connaissances et sa personnalité excentrique pour résoudre divers mystères médicaux. Bon, à part les visuels, ça me plaît énormément vu que personnellement je suis dans le même domaine et je veux absolument voir ce que ça donne. Ce qui distingue cet animé, c'est sa narration nuancée et l'expertise de Mao Mao dans son domaine devient son ticket d'entrée inattendu au cours de la politique, elle qui était destinée à un avenir désastreux. Donc, préparez-vous à découvrir comment la politique et les désirs humains peuvent façonner le destin d'un personnage captivant. Et donc, préparez-vous aussi pour un voyage dans un monde où la narration atteint de nombreux sommets, surtout dans une Chine ancienne. Deuxième animé, Tasogare Otome Amnesia, un animé surnaturel d'une grande tristesse avec une sombre histoire d'amour entre une fille fantôme et un garçon humain. C'est l'histoire déchirante de deux lycéens qui tentent de comprendre ce qui est arrivé à Yuko, la fille fantôme, et de sauver son âme. Nous avons Teishi qui tombe rapidement amoureux de cette Yuko et entreprend de s'assurer qu'elle n'est pas oubliée. Tasogare crée une atmosphère sombre et immersive qui convient parfaitement à cette triste histoire de fantôme. Du coup, comme je vous l'avais dit, l'anime suit Teishi qui s'inscrit à l'académie privée Seikyo et où il se lie d'amitié avec une jeune fille et finalement découvre qu'elle est un fantôme sans mémoire. Et l'académie où il étudie, elle est basée sur des mythes occultes traditionnels et elle a un passé très sombre. Et donc depuis 60 ans, elle est hantée par le fantôme de Yuko, une jeune femme comme je vous l'avais dit, qui est morte mystérieusement
dans le sous-sol de l'école, sans aucun souvenir de sa vie ou de sa mort. C'est horrible. Et ben du coup, Yuko guide discrètement le club d'investigation paranormale dans sa quête de réponse. Tasogare Otome Amnesia raconte l'histoire unique d'étudiants qui unissent leurs forces pour élucider les événements paranormaux de leur école, tout en se rapprochant de la vérité sur la mort de Yuko. C'est un animé captivant et émouvant qui vous transportera dans un monde rempli de mystères et de romances. Dans l'animé, nous avons un autre totalement méconnu, Aku no Hana, ou encore traduit par les fleurs du mal. Celui-là traite des sujets un peu plus matures que les deux autres. Aku no Hana cible plus précisément les fans d'animé pour adultes, on va dire, à la recherche d'une histoire d'amour sombre qui explore les côtés les plus sombres du désir et de l'amour romantique. Car l'anime se base sur le recueil de poésie de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Mais finalement, cet anime fait réfléchir et offre une expérience captivante. L'histoire est assez particulière. Elle nous plonge dans la vie d'un jeune garçon qui se nomme Takao et qui vole les vêtements de sport d'une fille. Ouais, il est amoureux d'elle. Cependant, lorsque, bien sûr, sa camarade de classe Sawa découvre son secret, et ben il se retrouve entraîné dans des activités de plus en plus dérangeantes pour satisfaire les sombres fantasmes de Sawa. Ouais, très glauque, je vous l'avais dit, c'est une vidéo sur les animés romans sombres, donc voilà, vous êtes prévenus. Pour résumer un peu, parce que voilà, je me souviens pas trop de l'histoire, mais je sais qu'elle explore les thèmes de la culpabilité et de l'obsession, c'est évident. Et aussi, on va dire, du tabou avec une intensité poignante. Et l'animation unique de cet animé ajoute une nouvelle dimension sombre à cette histoire compliquée. Et sinon, vous pouvez ne pas apprécier l'animation, mais bon, c'est quand même, ça donne un petit côté très sombre. Que dire de plus à part, n'hésitez pas à regarder l'animé et découvrir le monde fascinant de Aku no Hana, qui, on va dire, vous fera réfléchir au côté sombre de l'amour et du désir. Girl Downstairs, le traduire par La fille du rez-de-chaussée, est un animé de romance sur le thème des idoles et basé sur un manhwa populaire du même nom. Le manhwa est complet avec un total de 149 chapitres et avec plus de 40 millions de vues et une note de 9,45. En gros, c'est un banger. Nous avons Jun ou Juntang qui est un étudiant de première année et qui décide de s'inscrire à l'université de Minsang pour étudier bien évidemment et pour se rapprocher aussi de Zuzu, une étudiante plus âgée dont il est amoureux depuis longtemps. Il va faire aussi la rencontre de Shiali, une ancienne idole, et on en reviendra sur ça parce que c'est la plus importante. Bon, après il va faire la rencontre aussi d'une autre fille, bref, tout à coup, Jun se retrouve dans une situation émotionnelle compliquée avec ses filles, et il ne sait plus qui est la fille idéale pour lui. Lui de base, il était amoureux de son aîné, c'est pour ça qu'il s'est inscrit à la même université qu'elle. Bon là c'est juste un petit synopsis en général, mais le plus intéressant et le plus important, c'est lorsque Jun emménage dans son nouvel appartement pour son premier jour à l'université, il ne s'attendait pas à ce qu'une ancienne célébrité, l'idole Shia, ou plutôt Duna, vit au rez-de-chaussée. Se cachant de sa vie passée, Jun trouve l'idole étrange et l'évite au début, mais petit à petit leur relation commencera à évoluer. En gros, pour faire plus simple, ça tourne autour de la rencontre bouleversante entre Jun et l'ancienne idole qui vit dans l'appartement du dessous. Voilà. Vous allez me dire en quoi il est similaire avec Oshinoko. Alors à la première impression, bien que cette série se concentre davantage sur la vie quotidienne et les relations amoureuses entre ses personnages, elle réussit néanmoins à mettre en évidence les aspects toxiques de la culture des idoles et de la célébrité. Oui, ça change complètement d'ambiance. Le monde des idoles et des célébrités en général est un thème fréquemment abordé dans les webtoons, comme on a pu le voir avec l'adaptation récente de Lookism par Netflix, et si d'ailleurs vous voulez apprendre davantage sur Lookism et ces thèmes, je vous conseille au passage la vidéo de Yorin qui est très complète sur le sujet, et Lookism c'était vraiment un très bon anime. Tout comme Lookism, de Girl Downstairs offre un thème captivant et de qualité qui traite de la popularité de la pop culture, ou plutôt la K-pop, pour charmer son public. Avec le succès récent d'Oshinoko, les fans pourraient être attirés par d'autres œuvres ayant le même thème ou un thème similaire. La K-pop est extrêmement populaire que t'as des fans dans le monde entier, et créer des webtoons à partir de cela est une recette gagnante selon moi. Cependant, cela devient encore plus admirable lorsque l'on utilise ce genre pour véhiculer un message ou aborder des fléaux de la société. C'est ce qui a été brillamment réalisé avec Lookism, mais également avec The Girl Downstairs. Car ici, notre ancienne idole, Shiali ou Duna, dévoile les blessures qu'elle a subies en tant que célébrité. Surtout lorsqu'elle semble prête à recourir à la violence dès qu'elle perçoit le moindre signe de danger venant d'étrangers. Souvent c'est des hommes, mais bon. Comme dans Oshinoko, nous sommes confrontés ici à la réalité sombre du monde des idoles, et pour moi Shiali incarne le personnage le plus intéressant de l'œuvre. Sa vie antérieure d'idole et le secret de son passé offrent au spectateur une énigme à résoudre et une histoire captivante à suivre. Oshinoko a su captiver les fans en combinant sa critique de la culture des idoles avec des histoires violentes et des personnages sombres déterminés à se venger. Et Ai Oshino m'a vraiment marqué, car elle vit une vie sans véritable lien au amour. On l'a vu, elle doute même de l'amour qu'elle porte à ses propres enfants, se demandant si tout cela est réel ou juste une illusion. Pour te montrer à quel point cette industrie peut te ravager psychologiquement,
D'ailleurs, on va parler de ça bientôt. The Girl Downstairs a beaucoup d'atouts, une source populaire, une animation fluide et des personnages intéressants. Et traite aussi des sujets sombres, mais pas aussi profondément. On va dire que plus de la moitié des thèmes traités sont similaires à ceux de Oshinoko. Au début, elle se méfie de Jun dès leur première rencontre, craignant qu'il soit un harceleur ou un fan obsessionnel. Et malheureusement, on a vu ce qui s'était passé avec Ai Yoshino. Dans la vraie vie, avec de vrais idoles, c'est terrifiant psychologiquement. Un traumatisme qui laisse bien évidemment des séquelles graves. Bref, ici pour notre idole, sa réaction est instinctive, cherchant comme tout être humain à se défendre avant de devenir une victime. Aussi, il me semble dans le deuxième épisode, les réactions choquaient des gens lors de l'apparition de Duna à l'université de Jun. Et ça témoigne également des difficultés de mener une vie anonyme lorsqu'on est une célébrité. Si la beauté ainsi que la présence de Duna lui inspire confiance, son apparence suscite aussi la peur, la méfiance et l'anxiété. Je pense qu'on se rapproche quand même des thèmes dans Oshinoko et avec sa popularité, les fans pourraient chercher à trouver quelque chose de similaire. Eh bien les amis, je vous le conseille énormément. Le problème c'est qu'il est tellement méconnu. On peut même le voir dans ma anime list, il y a personne qui regarde. Et cela, on peut dire que c'est à cause de Bilibili qui est son distributeur et qui est populaire en Chine et pas à l'international. Contrairement bien sûr à Lokism qui avait Netflix qui l'a rendu populaire, Corny Click avec Crunchyroll. Pas de chance je suppose, mais il est vraiment bien. Faut être habitué aussi aux voix chinoises et c'est aussi 13 minutes par épisode. Bon, je dirais si vous êtes fan de romance, d'idol et d'intrigues palpitantes, et bien c'est un animé à ne pas manquer. Son histoire captivante, ses personnages attachants font de lui un animé très intéressant et surtout méconnu de cette saison. On commence avec l'un de mes coups de cœur, vraiment pas connu mais pas du tout. Donc si vous l'avez déjà regardé, chapeau à vous. Il s'agit de Hatsukoi Limited, une histoire différente avec pour thème les premiers amours, avec des personnages très différents les uns des autres. On suit donc des lycéens alors qu'ils explorent les complexités de leur première romance. L'histoire se déroule à travers les expériences romantiques de différents personnages, chacun faisant face à ses propres défis et découvertes dans le domaine de l'amour. Les relations évoluent au fil des épisodes, créant une histoire narrative riche en émotions et en rebondissements. Vous avez par exemple le stéréotype de la jeune fille populaire qui attire l'attention des garçons mais qui cherche toujours une connexion authentique dans sa vie. Ou alors un amour qui n'est pas réciproque et qui fait ultra mal, on va pas se mentir. Ou aussi l'adolescent timide et réservé, souvent maladroit dans ses interactions avec les filles. Bref, on a plusieurs profils et plusieurs histoires. L'anime aborde également différents aspects de la romance adolescente, explorant des thèmes tels que la confiance en soi, la communication et les défis de comprendre et d'exprimer ses sentiments pour la première fois. Être un adolescent quoi. Vraiment un bon équilibre entre la romance, la comédie et aussi un peu de drame, ce qui fait de Hatsukoi Limited une expérience émotionnelle et engageante pour les amateurs des animés de romance. Bref, c'est une bonne pépite cachée à découvrir. Lovely Complex. Le concept de base de l'anime, c'est la différence de taille et être complexé par ce fait. Un anime qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, abordant sa façon unique de raconter cette merveilleuse histoire de romance. En plus, je viens de regarder il y a à peine 2-3 mois de cela et j'ai vraiment bien kiffé. Un concept unique mettant en scène deux personnages principaux, Risa Koizumi et Atsushi Otani, dont la différence de taille est assez marquante. Risa, une jeune fille grande, dépasse la moyenne de 1m72 pour être exact, tandis que Otani, un garçon de petite taille, de 1m58 et plus court que la norme. Cette différence physique devient une source constante de comédie et d'intrigue tout au long de l'anime, car le duo ne cesse de se chamailler jusqu'à avoir le titre du duo comique de l'établissement. L'anime montre comment deux personnages très différents peuvent dépasser les clichés sociaux pour tomber amoureux authentiquement. Et justement, cette différence crée des situations comiques. Les quiproquos liés à leur taille provoquent des moments hilarants et des situations embarrassantes qui apportent une touche légère à la romance. Une autre chose que j'adore dans cet anime, et je trouve que c'est l'aspect le plus important, c'est l'évolution de leurs sentiments. Car on prend le temps de développer les sentiments entre Risa et Otani, les moments où ils commencent à réaliser qu'il y a plus que de l'amitié entre eux, sont vraiment émouvants. Ça a pris du temps, mais le périple en valait largement la peine car c'était réaliste et sincère. Leur amitié se transforme progressivement en romance et l'anime explore comment ils apprennent à surmonter les obstacles ensemble et surtout faire face aux stéréotypes de la société. Comment faire face au jugement d'autrui devient un aspect important de l'intrigue. Bref, on sort avec une belle histoire et une belle morale montrant que l'amour authentique peut émerger entre des individus qui transcendent les stéréotypes de la société. Ajoutez à cette romance une comédie légère et bien faite, ça vous donne l'un des meilleurs animés et mangas de romance de tout. Je pense que pour cet animé, c'est vraiment allé trop loin avec une façon bien particulière, vous allez voir. Du coup, nous allons parler de Happy Sugar Life, qui est un animé qui utilise une esthétique colorée et mignonne pour mettre en contraste avec les thèmes sombres et
perturbant qu'il aborde et c'est ultra terrifiant. Pour résumer, ça utilise en gros la culture kawaii pour mettre en œuvre des choses ultra terrifiantes et ultra dérangeantes. Du coup, la série suit l'histoire de Sato, une adolescente qui développe une obsession pour Shio, une jeune fille qu'elle décide de protéger à tout prix. Cependant, les actions de Sato pour protéger Shio se transforment en meurtre horrible et surtout violent. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est que l'esthétique, comme je l'ai dit, colorée et mignonne, qui est utilisée pour filtrer, on va dire, la réalité de Sato, et cela crée un parallèle entre l'apparence de l'animé et ce qui se passe réellement dans l'histoire. Car cela donne un regard dérangeant sur l'obsession et les actions extrêmes que les gens sont prêts à prendre pour protéger ceux qu'ils aiment, et des fois ça part trop loin. Et même dans la vraie vie on voit ce genre de truc. Bon, je vais me répéter, mais pour résumer en globalité, Happy Sugar Life est une série qui utilise son esthétique pour mieux mettre en valeur ses thèmes sombres et perturbants, offrant ainsi une expérience de visionnage unique. Et aussi, si je devais ajouter un truc, c'est une série qui n'est pas pour tout le monde, mais qui est certainement intéressante pour ceux qui cherchent une histoire originale, intrigante et surtout terrifiante. Et on peut le dire que pour un shonen, ça va trop loin. Et on passe désormais à notre troisième animé qui est donc Higurashi. Plus c'est l'animé d'horreur que j'apprécie énormément. Et c'est aussi pareil que Happy Sugar Life, c'est une série shonen qui utilise un style moe mignon comme vous voulez pour ses personnages, mais qui cache en réalité une violence brutale et une horreur cosmique. La série se concentre sur un mystérieux phénomène et une série de meurtres dans la ville paisible de Hinamizawa. Et petite parenthèse rapidement, si vous cherchez un animé similaire à regarder, n'hésitez pas à aller voir Summertime Render qui est exceptionnel, qui est sorti l'année dernière, c'est-à-dire en 2022, et qui est totalement méconnu. Bon voilà. Revenons à Higurashi. Au fur et à mesure que la série avance, il devient évident qu'elle a des aspirations beaucoup plus grandes, car les personnages sont pris dans des boucles temporelles et des massacres sans fin, rendant tout espoir d'une fin heureuse juste impossible, vu qu'on est clairement dans un purgatoire. Mais ce qui rend cette série unique, c'est qu'elle aborde des thèmes très sombres allant bien au-delà de ce que l'on attend d'une série shonen. N'hésitez pas à aller regarder, c'est vraiment un bon animé. Et pour finir, nous allons parler d'un animé shonen très populaire des années 90. Et aussi l'un de mes préférés personnellement. Et qui est donc Trigun, et récemment nous avons eu droit à un reboot de cette série intitulé Trigun Stampede, qui est exceptionnel. Dans Trigun, nous suivrons les aventures de Vash de Stampede, un tireur d'élite légendaire qui se bat pour la justice. Vash est également connu sous le nom de Typhon humanoïde en raison de la destruction et du chaos qui l'entoure souvent. En gros, le mec est trop puissant. Et malgré sa force ainsi que son habileté au combat, Vash est tourmenté par son passé et les vies qu'il a prises. Il ressent de la culpabilité pour les meurtres qu'il a commis et cela se reflète dans ses actions et ses émotions. Et du coup, il est plongé dans une angoisse mentale. Cet animé nous montre un côté plus sombre de l'action shonen où les personnages doivent faire face aux conséquences de leurs actes violents. Et je trouve que c'est un peu plus profond en termes de réflexion. Mais bon, si vous aimez les histoires de justice et de culpabilité, alors Trigun est une série que je vous recommande vivement de regarder. Et si vous êtes déjà fan de la série, n'oubliez pas de regarder Trigun Stampede à invoquer un seigneur démon. C'est un animé qui a pour genre comédie, ecchi, harem, fantasy, action et magie. Je l'ai regardé quand il sortait et c'était vraiment pas mal comme spectacle. C'est un animé sans prise de tête et surtout avec beaucoup d'ecchi. Nous suivrons Takuma Sakamoto qui est un gamer antisocial. Et c'est l'un des plus grands joueurs du MMO le plus populaire au monde, Cross Reverie. Il s'est imposé comme le seigneur des démons. Il a pour nom Diablo et il est craint par tous les autres joueurs car il est juste hyper puissant. Et il les écrase facilement. Et puis un jour, sans le moindre avertissement, il se retrouve convoqué dans le monde de Cross Reverie par deux de ses habitants, une elfe au nom de Shera et l'autre au nom de Rem avec des oreilles de chat. Une petite Neko si vous préférez. Désormais il est dans le monde de son jeu vidéo et il incarne désormais son personnage. Et il est au-dessus de tout le monde, je vous le rappelle bien sûr. A la base, les deux jeunes demoiselles voulaient simplement invoquer un familier qui pourra les aider dans leur quête. Mais elles se retrouvent avec Diablo, le puissant seigneur des démons. Et vu qu'il porte un anneau magique qui contre tout sort, eh bien le sort d'esclavage va rebondir sur les deux et c'est eux qui deviennent esclaves à sa place. Oui, ça commence comme ça.
Et peu de temps après, il apprend que Rem a l'âme du seigneur démon qui repose en elle. Car il y a un autre seigneur démon, mais c'est un mauvais seigneur démon, car Diablo c'est un bon seigneur démon. Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a un antagoniste bien sûr, comme dans chaque animé. Je vous explique, lorsque Rem mourra, eh bien l'âme du roi démon sera libérée et il fera un carnage. Ben du coup, Diablo maintenant a pour but de l'aider et démolir encore une fois tout le monde, oui. Bon, je dirais que How Not to Summon a Demon Lord est un animé très divertissant qui respecte les codes du genre, et on adore bien sûr les animés isekai avec un protagoniste juste hyper puissant. Ajoutez à cela un monde MMORPG et beaucoup d'ecchi, et un sens de l'humour attachant, et vous avez votre animé. Donc, il est vraiment pas mal, je vous le conseille. Passons désormais à notre deuxième animé, Knights and Magic. C'est un animé sorti en 2017 et qui a pour genre action, fantasy, mecha et action. Oui, j'ai dit action 2 fois. Bon, je vous avoue que j'ai pas mal apprécié quand même, sauf que j'ai du mal avec les nouveaux mechas. Je suis un amateur des mechas classiques tels que Macross ou Gundam ou bien Evangelion ou même encore Vision of Escaflowne. Voilà, je ne suis pas un grand fan des nouveaux mechas et surtout des mechas isekai. Mais celui-là je l'avais regardé et il était vraiment pas mal. Nous avons Tsubasa Kurata, un otaku qui est mort dans un accident de voiture et du coup il va renaître dans le royaume de Fremvilla, un monde médiéval où de puissants mechas appelés chevaliers sont utilisés pour combattre d'horribles bêtes démoniaques. Et désormais il a pour nom Ernesti et il est doté de prodigieuses capacités magiques. Il s'inscrit à l'Académie Royale. Cette école de magie forme de jeunes hommes et femmes au pilotage des mechas, les préparant ainsi à protéger le royaume des menaces tant démoniaques qu'humaines. Ernesti va faire équipe avec les jumeaux Altrud et Archid Holter dans le but de créer un jour son propre chevalier, un exploit inédit depuis plusieurs siècles. Bon, Ernesti est un personnage vraiment surpuissant mais sans aucun développement et il n'est pas du tout attachant et je trouve ça dommage car c'est vraiment un personnage qui peut devenir intéressant et j'espère qu'ils le feront pendant la deuxième saison. Mais je dirais que le point fort de l'animé reste les graphismes et aussi les mechas qui sont grave stylés. Les personnages secondaires, voilà, ils sont pas mal eux aussi. Honnêtement, l'histoire avait beaucoup de potentiel gâché, mais ça reste divertissant et assez intéressant. Ne vous inquiétez pas, je ne crache pas sur l'animé, mais si vous adorez les animés isekai avec des mechas et avec une académie de magie et un personnage surpuissant, eh bien vous allez certainement kiffer Knights and Magic. Et il compte un total de 13 épisodes. Encore une fois, je ne crache pas sur l'animé, je l'ai quand même pas mal apprécié. Et notre dernier animé, c'est Mondaiji. Désolé, le nom est hyper lent, donc voilà, c'est Mondaiji. Je pense qu'on a ici l'animé avec le personnage le plus puissant ainsi que le plus marrant. Car dès le premier épisode, on a une démonstration de qualité. C'est un animé orienté comédie et fantasy et il y a aussi de l'action. Et il est vraiment court vu qu'il compte seulement un total de 10 épisodes. La série raconte l'histoire de 3 adolescents à problème, Isaoi Sakamaki, Asuka Kudo et Yu Kasukabe, qui sont convoqués dans le monde de Little Garden par la jeune lapine Kurosagi pour aider sa communauté à vaincre le roi des démons. Oui, bien sûr, on a toujours le droit à un roi des démons dans un isekai. Faut savoir que ces 3 personnages ont chacun un don qui leur confère des pouvoirs spéciaux. Et bien, ils se réjouissent donc de pouvoir aider Kurosagi et explorer Little Garden. Mais pour devenir assez forts et pour vaincre le roi des démons, ils doivent participer à des jeux où ils se battent avec diverses divinités, esprits et seigneurs des démons et gagnent des prix qui aident leur communauté à se développer. Oui, je vous avoue que l'histoire est assez bizarre et vraiment simple, mais ce qui fait la force de Mondaiji et qui le différencie des autres, c'est que premièrement, avoir des enfants à problème avec des pouvoirs et qui sont venus dans un nouveau monde où ils peuvent utiliser ces pouvoirs est assez marrant quand même. Et aussi juste l'intrigue, normalement le but c'est de sauver rapidement Little Garden, donc normalement tout le monde doit être en stress, mais ici pas du tout, ils s'en foutent clairement, ils sont là pour s'amuser, rigoler et bien sûr sauver le monde. Et je dirais que le seul point faible de l'anime c'est qu'il est très court, vu qu'on a seulement 10 épisodes. Et bien cela laisse peu de place pour développer les personnages et vraiment approfondir l'histoire. Cependant on a une excellente animation, des personnages sympathiques et des critiques globalement positives de la série. Donc je pense que vraiment il y aura une deuxième saison, mais ça fait déjà 7 ans qu'on attend. Mais on ne perd surtout
pas espoir. Donc je vous le conseille énormément les amis, et en plus il est hyper court, 10 épisodes, vous allez rapidement les finir. Et on commence les amis avec l'un de mes animés préférés de tous les temps, Outlaw Star. Bien sûr, à l'époque, il y avait aussi Trigun et Cowboy Bebop dans le même genre, donc du coup, il était un peu méconnu face à ces deux-là. Mais j'adore cet animé et je spam énormément son opening qui est juste merveilleux. Nous sommes dans un monde futuriste où le voyage dans l'espace est totalement normal. Et donc nous sommes dans une autre planète où nous suivrons notre personnage principal et qui est aussi l'un des personnages les plus badass, qui est Gene Starwind. Non mais juste regardez son flow les gars, on en parle. Ce mec là, il a toujours rêvé de piloter son propre vaisseau et de vivre une grande aventure dans l'espace. Mais le problème c'est qu'il y a eu pas mal de choses qui lui sont arrivées dans le passé et donc son rêve ne s'est pas du tout réalisé. Du coup, aujourd'hui, il vit dans une planète qui s'appelle Sentinel-3, enchaînant des petits boulots en compagnie de son jeune partenaire, James Hawking. Voilà, en gros, il sent vraiment chill avec cette vie-là, mais bien sûr, tout va basculer lorsqu'une cliente, au nom de Rachel Sweet, va leur confier un travail assez particulier, celui de protéger et de garder à tout prix une jeune fille mystérieuse au nom de Melfina, et c'est assez original comme nom. Mais bien sûr, vu qu'il y a toujours des problèmes, eh bien, sachez que cette fameuse Rachel, c'est une hors-la-loi, une chasseuse de trésors, et oui, vous comprendrez un peu ce terme-là un peu plus tard dans l'animé. Du coup, les ennuis vont commencer lorsqu'ils seront poursuivis par une organisation assez bizarre et sombre quand même. Ils ont des mages assez chelous et aussi des chasseurs de trésors. Enfin, bref, il y a une organisation qui est assez bizarre et qui veut absolument s'emparer de cette jeune fille. Et bien sûr, en soi, leur travail, c'était de la protéger coûte que coûte. Et donc, cette fameuse hors-la-loi qui leur a causé quand même un gros problème et qui a pour surnom Hot Ice, va leur donner un célèbre vaisseau spatial perfectionné. C'est un truc du futur, du très très lourd. Il s'agit du Autostar, et oui, c'est là d'où vient le nom de l'animé. Pour s'enfuir bien évidemment, mais quand même voyons le côté positif, c'est que Gene va enfin pouvoir vivre son rêve et partir à la recherche de trésors dans la galaxie en compagnie de Melfina et de son jeune ami Jim Hawking. Et donc vous vous en doutez bien, on est dans l'espace et on est poursuivi, et bien sûr l'action et l'aventure seront à leur comble, et aussi Gene est un excellent tireur d'élite, j'ai oublié de vous le dire. Bien sûr c'est comme ça les animés de l'époque, et du coup on va suivre Gene et son équipage naviguant dans les étoiles à la recherche de réponses aux mystères entourant Melfina, et bien sûr à la recherche de dangereux trésors. Et bien sûr, ils vont rencontrer des dangereux chasseurs de primes, des pirates de l'espace, des mages, donc tout simplement une aventure merveilleuse. On dirait un peu One Piece, mais dans l'espace. Par contre, hein, pas de faux espoirs, hein, c'est juste une petite comparaison, il ne s'agit en aucun cas d'un truc similaire à One Piece. C'est juste le côté pirate, chasseur de primes, etc., et aventure bien sûr. Car ils rencontreront des dangereux chasseurs de primes, des pirates de l'espace, des mages, donc tout simplement une aventure très très gigantesque. Bon, je ne vais pas en dire plus car sinon la vidéo va être très très longue, mais je sortirai une grosse vidéo review sur ce chef-d'œuvre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré chaque instant et chaque épisode, et j'ai passé un très bon moment, et je trouve ça dommage que Cowboy Bebop et Trigun lui ont fait un petit peu d'ombre. Mais quand même, sachez un truc, c'est que c'est un animé qui est sorti en 1998, donc ne vous attendez pas à une animation de fou, c'est vraiment un style unique, le style de l'époque, et je trouve ça merveilleusement bien. Bon, vous verrez aussi le magnifique personnage de Gene ainsi que l'aventure que nous allons vivre, et c'est juste magnifique et impressionnant. Donc si vous avez par exemple aimé Trigun ou bien sûr Cowboy Bebop, eh bien je suis sûr à 100% que celui-là va vous plaire énormément, et il compte un total de 24 épisodes, donc allez le regarder tout simplement. Du coup, maintenant on se retrouve avec notre deuxième et dernier animé, et on va s'attaquer à un animé qui est assez particulier, je vous l'avoue, vu qu'il est inspiré pas mal d'œuvres, et il s'agit de Shoujo Kakumei Utena, ou bien Utena la fille révolutionnaire. Et en plus c'est le dernier animé rétro que j'ai regardé il y a de cela 4 ans à peu près, donc assez récemment. Et beaucoup de personnes le mettaient dans leur top des meilleurs animés de tous les temps, donc ça m'a motivé à le regarder, et j'étais vraiment surpris car personne n'en parle et il est incroyable.
Bah, de toute façon, c'est comme ça pour Outlaw Star et c'est aussi pour la plupart des animés de l'époque. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo pour bien sûr vous faire découvrir ce genre de pépites. Mais attention pour certains, hein, vu que l'animé traite des sujets assez matures et sombres, en gros des sujets du passage à l'âge adulte, des illusions, de l'identité, etc. Bref, ce genre de trucs. Et c'est un shoujo du coup, mais vraiment c'est particulier. Je vais vous donner un exemple, vous voyez tous les codes de shoujo, eh bien Utena vient et inverse et même détruit tous ces codes de façon même provocative. Bien sûr à l'époque et que même l'animé aujourd'hui est considéré aussi comme un animé de psychologie. L'animé a aussi remporté le prix Kobe de la meilleure animation en 1997. Du coup, de quoi ça parle? Nous suivrons notre personnage principal qui est Utena Tenjo, vous l'aurez deviné, c'est dans le titre de l'animé bien sûr. Et après avoir rencontré dans le passé un prince voyageur qui l'a consolé après la mort de ses parents, eh bien Utena a juré de devenir elle-même un prince. Ouais, je vous l'avais dit que tout est inversé dans cet animé. Sûr, on casse les codes et le prince n'a laissé à Utena qu'une bague portant un étrange écusson de rose. Et bien sûr, il lui a fait la promesse qu'un jour tous les deux, ils se reverront. Quelques années plus tard, Utena entre à l'académie Otori. Vous allez voir, il y a beaucoup de sabres et beaucoup de cavalerie, etc. dans cet animé. Et du coup, dans cette académie Otori, elle est entraînée dans un jeu dangereux. Des duellistes portant des bagues identiques à celles d'Utena s'affrontent pour un prix unique, la fiancée à la rose. Oui, c'est le nom du prix à remporter. Et aussi, faut savoir un truc, c'est que Utena est la seule fille qui participe à ce prix. Normalement, c'est que les garçons. Mais de toute façon, elle les explose tous dans cette académie. À part cela, cette académie est assez bizarre car il se passe beaucoup trop de choses et aussi énormément de mystères autour de ces bagues et bien sûr autour de l'académie elle-même. Et plein d'autres choses qui sont assez bizarres au début. Et donc pour découvrir tous ces secrets, elle doit selon elle devenir plus fort et révolutionner le monde. Même si je vous avoue, elle n'a rien révolutionné du tout dans la première partie de l'animé, donc qu'elle se calme un peu. C'est vrai que l'animé est assez unique, mais à part cela, vous verrez des métaphores complexes, des sujets sur l'idéalisme, l'identité, bref, que de la philosophie. Comme je vous l'avais dit, c'est assez unique comme animé, donc ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais si vous aimez les animés avec de la réflexion, eh bien vous allez être servi. Du coup, pour finir, je dirais que Utena est une incroyable série avec beaucoup de profondeur et un développement de personnages très important et aussi du symbolisme. Et plein d'autres choses. Bref, regardez-le, vous n'allez pas le regretter et il compte un total de 39 épisodes. Trouvons Danmachi, un animé que personnellement j'adore. De la bonne fantaisie avec des donjons, des tavernes, des guildes et aussi de la bonne aventure et de l'action. Un animé vraiment complet dans ce thème-là et est-ce que j'ai besoin de vous le présenter encore ? Mais juste pour le plaisir, rapidement ça parle de Bel Cranel, un aventurier de 14 ans placé sous la protection de la déesse Estia. Et bien sûr ils seront au donjon pour combattre des monstres et ainsi collecter leur éclat de cristal et tout. Bon, comme un MMORPG qui peuvent être utilisés pour construire des objets magiques ou échanger contre de l'argent bien évidemment. Un jour dans un donjon, il va trouver une jeune fille au nom de Wallenstein et dont il tombera amoureux et elle lui sauvera la vie et puis c'est à ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer. Ah oui, et la traduction de Danmachi c'est est-ce que c'est mal de draguer dans un donjon, voilà. Et c'est pas mal pour un top 6. 携帯落ちましたよ。ありがとう。個性も真逆。 Comme vous le savez certainement, j'adore les animés de romance et pour cette saison, il n'y en a pas énormément. Mais celui-là m'a l'air assez intéressant et on va parler du coup de Horimiya. Nous suivrons Miyamura Izumi, un jeune lycéen assez particulier, et Hori Kyoko, une fille assez occupée et qui est l'élève vedette de sa classe. Et en plus de cela, elle excelle dans ses études, elle a des notes au-dessus de tout le monde, bref, elle est en quelque sorte parfaite dans tout ce qu'elle fait. Mais aussi elle cache une autre facette, vu que ses parents sont souvent absents, elle doit toujours s'occuper de son petit frère et faire le ménage, et donc elle n'a pas le temps de se faire des amis ou de sortir. Et de l'autre côté, on revient à ce cher Miyamura Izumi qui, contrairement à elle, est considéré par tout le monde comme un otaku introverti et effrayant. Il ne parle pas à beaucoup de gens et a de longs cheveux en désordre qui couvrent son visage. Et bien sûr, lui aussi a une face cachée, il a 9 piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et de l'épaule gauche. Oui, très bizarre pour un lycéen. Et bien sûr, rapidement les deux vont se rencontrer en dehors de l'école et ils vont révéler chacun leur côté assez unique. Et au début, surtout Hori avait du mal à reconnaître Izumi. Mais grâce à cette différence et ce point en commun, ils vont rapidement se lier d'amitié et bien sûr, la romance est évidente.
Donc pour résumer, Horimiya est une grande comédie romantique sur les apparences et sur deux adolescents qui grandissent et développent leurs sentiments. Et bien sûr, il y a un beau message derrière, celui de ne pas juger les gens selon leur apparence. En plus de cela, Horimiya est magnifiquement animé par Cloverworks, et bien sûr c'est le studio qui a fait de Promised Neverland et qui est toujours en train de le faire pour cette saison 2 bien sûr. Et en tout cas, on a une magnifique animation, et du coup je vous le conseille énormément, ce sera l'un des meilleurs animés de cette saison, et peut-être aussi de cette année. Et au moment où je vous parle, le premier épisode est déjà sorti, donc foncez le regarder. Et notre deuxième animé, Jaku Kara Tomozaki-kun. Et ne vous inquiétez pas, je mettrai les noms des animés en description, ça sera plus facile. Tomozaki-kun est quand même un animé de romance assez particulier, c'est assez similaire à NHK ni Yukuso ou encore Oregairu, et je parle bien sûr du thème, donc ne vous faites pas de faux espoirs. Alors, nous suivrons Tomozaki Fumiya qui est quand même un gamer assez hardcore, est l'un des meilleurs du Japon. Et il n'est pas du tout sociable, et à cause de son manque d'amis et son attitude cynique, il considère que la vie est un jeu. Et que bien sûr ce jeu n'est pas du tout équilibré et que c'est un mauvais jeu, et bien sûr la vie n'a aucun sens pour lui. Oui, le gamin a des problèmes d'addiction. Et c'est alors qu'il fera la rencontre d'une joueuse qui est Inami Aoi. Elle est la fille la plus populaire à l'école et la meilleure étudiante et athlète. Elle est aussi l'une des meilleures en termes de jeux vidéo. Elle va contredire bien sûr tout ce qu'il dit et va donc lui proposer de l'aider dans sa vie. Et du coup, avec leur rencontre, commence un tout nouveau périple pour notre cher Tomozaki. Inami sera donc le coach de vie de Tomozaki et lui apprendra les compétences dont il a besoin pour réussir. Tandis que Tomozaki donnera le même niveau d'effort qu'il consacre aux jeux vidéo. Et elle va lui donner à chaque fois des petites missions afin d'atteindre petit à petit les objectifs fixés, comme par exemple faire remarquer un changement de comportement à un membre de sa famille ou encore parler à 3 filles de sa classe. Et l'objectif final, bien sûr, à part changer, c'est d'avoir une petite amie à la fin de l'année. Enfin bref, il n'est pas rare d'avoir des animés dans le même thème où la fille pousse le protagoniste à changer complètement de comportement et d'évoluer. Mizuki Hijiri a été transférée dans une nouvelle école. Elle avait un seul et unique souhait, d'avoir une vie scolaire paisible et normale. C'est un animé comédie school life, donc les probabilités que son vœu se réalise avoisinent les 0%, je dirais. Du coup, vous vous en doutez bien, cela ne s'est pas avéré le cas. Car imagine-toi, dès ton premier jour, tu rencontres des garçons souffrant de Shunibyu et qui sont membres d'un club de héros, c'est vraiment pas de chance. Et petite parenthèse pour ceux qui se demanderaient ce que c'est un Shunibyu, sache mon cher ami que Shunibyu est un terme pour désigner des personnes qui croient avoir des super pouvoirs. Et pour illustrer un peu ce que je viens de dire, le parfait exemple serait de vous recommander l'anime Shunibyu Demo Koi ga Shitai. Un bon petit 8 sur 10 pour cet animé. Bref, revenons à notre animé principal. Donc les 5 membres sont des garçons souffrant de Shunibyu. Je vais vous donner des petits exemples de leurs soi-disant pouvoirs. L'un d'entre eux prétend avoir des capacités athlétiques hors normes, lui permettant de sauver n'importe quelle personne. Un autre au nom de Kazuhiro prétend être la réincarnation de Toga Ryoshuin, et désolé si je le prononce mal, le résultat de l'union interdite entre un démon et un ange. Vous m'avez compris, c'est le bordel dans ce club. Du coup, notre nouvel élève va se retrouver entraîné et plongé dans ce club, et ainsi que dans leur illusion. Du coup, pour résumer cela, adieu la normalité et bonjour la folie. Mais malgré cela, elle s'y plaît bien, car les liens de l'amitié dans ce club, eux, ils sont réels. Dorénavant, la nouvelle vie de Mizuki ne peut que devenir plus excitante avec ce quintuple de folie. L'animé est vraiment intéressant à regarder et je vais m'expliquer un peu. De prime abord, l'animé est school life et j'adore les school life. Bon, mais c'est pas une raison. Mais plus sérieusement, à part cette raison-là, l'animé traite un thème très jovial et plaisant, celui de l'amitié honnête dans la vie adolescente. Et je peux vous assurer que cela a bien été intégré à travers les membres excentriques du Hero Club. Vraiment un agréable moment passé devant cet animé qui est là pour nous rappeler de ne pas prendre la vie trop au sérieux à cette période et du coup aussi en général, et de ne pas oublier de se lâcher parfois. Secondo, on a aussi un bon développement de personnages dans l'animé, ce qui n'est pas très fréquent dans les animés centrés sur la comédie.
L'animation, les seiyuu et la comédie étaient agréables et le studio Dean a bien géré sur ce coup-là. À part Mairi Mashita, Iruma-kun, on n'a pas eu le droit à beaucoup d'animés de type comédie cette saison, du coup Shubyu pourrait être une bonne découverte pour les amateurs du genre. Ce n'est pas le meilleur animé, mais il en vaut largement la peine, faites-moi confiance les amis. Donc il compte un total de 11 épisodes avec pour genre comédie, slice of life, school life, et on peut le considérer aussi comme super pouvoir entre guillemets, même si ce n'est que l'illusion des Shunibyu. Voilà, on va pas se mentir. Et on passe au prochain animé. Jushikusei no Mudazukai. Désormais je vous présente que des animés de type school life et comédie aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause car cet animé est vraiment magique, croyez-moi. C'est l'un des animés que j'ai apprécié le plus cette année, et pour les autres animés que j'ai appréciés, le top animé est pour bientôt et avec un invité de marque, soyez présents. Bref, Jushikusei no Mudazukai est vraiment spécial comme animé. Décidément les japonais ont une vaste imagination pour créer des histoires et scénarios aussi hilarants. Bref, Akane Kikuchi est notre protagoniste principal. C'est une jeune lycéenne qui souhaite devenir mangaka. Alors qu'elle se dirige vers sa cérémonie d'entrée au lycée de filles de Sainotama, et désolé si je le prononce mal mais je pense que je l'ai bien prononcé. Mais bref, je ne suis pas doué en japonais, je m'en excuse. Avec un toast dans sa bouche, et oui exactement, je sais que ça vous rappelle quelque chose pour ceux qui ont regardé K-On, c'est comme dans le premier épisode en fait. Et je vous invite aussi à voir ma vidéo que j'ai faite sur cet animé qui est juste magnifique. Enfin bref, je voulais juste mettre en avant les parodies présentes dans cet animé. Une fois arrivé à son lycée, elle est surprise d'apprendre qu'elle est de nouveau dans la même classe que ses deux meilleurs amis, Shiori Saginomiya, impassible et sans émotion, et Nozomu Tanaka, hyperactive et ridicule et surtout bête. Et c'est ainsi que commencent les journées perdues de ces lycéennes qui commencent chaque jour par une simple question. Et je pense que c'est l'un des points qui accentue l'originalité de cet animé. Et donc la question posée à chaque épisode est « Hey, tu veux entendre quelque chose d'incroyable ?» Et ça dégénère en une bizarrerie surprenante. J'espère vraiment que certains d'entre vous l'ont vu, car vraiment je serais en colère. Cet animé est trop hilarant, le scénario quant à lui est juste simple et ridicule. Et c'est ce qui fait son charme. Les personnages, mais ils sont juste incroyables. Par exemple, Nozomu Tanaka, aussi appelé Tanaka Baka, son hyperactivité est vraiment un des points forts de cet animé, car elle crée des gags juste magiques et magnifiques. Vous voyez Asobi Asobase, et bien l'animé est pareil. Sauf que là on a une touche masculine en plus et d'autres points que je vais bientôt aborder. On a la même interaction entre les trois amis, c'est-à-dire les trois jeunes lycéennes. Et pour résumer, vous prenez Asobi, vous ajoutez plus de personnages, vous modifiez un peu le scénario en laissant la même touche d'humour, et vous avez votre Jushikusei no Mudazukai. Ah, c'est un peu compliqué là. L'animation, les OST, les openings, les endings étaient incroyables, les seiyuu aussi. Mais bordel, pourquoi cet animé est tellement passé inaperçu cette année? C'est un scandale, mais vraiment. Bon, je m'emporte un peu, mais si vous devez retenir un seul animé durant cette vidéo, ça sera celui-là. Je ne vous dis pas ça pour quitter la vidéo, non, s'il vous plaît restez. Les autres sont aussi incroyables, mais vraiment celui-là est fait pour les fans de comédie. Et si vous voulez rire, mais genre rire beaucoup, 12 épisodes, studio passionné et de rien. Et rejoignez le Discord promo. Senryu Shoujo. L'anime suivant est un peu le Koe no Katachi version 2.0. Nous avons Nanako Yukishiro, qui est une jolie et calme et mignonne lycéenne de 16 ans, qui est au lycée Karai au passage, et cependant Nanako n'est pas une fille ordinaire car elle ne peut pas parler. Mais au lieu de tout cela, Nanako communique avec des poèmes de 17 syllabes de long appelés les Senryu, comme le titre de l'anime. Notre deuxième personnage est Eiji Busujima, 16 ans, un ancien délinquant qui s'est repenti et calmé depuis son entrée au lycée. Donc il a soi-disant tourné la page et il a trouvé son havre de paix dans les poèmes lui aussi. Il va donc rejoindre le club de littérature et malgré ses regards menaçants, Eiji va bien s'entendre avec Nanako qui est bien évidemment membre du club aussi. Même si Nanako est muette, l'adorable couple n'a aucun problème à communiquer entre eux. Leurs sentiments épanouis l'un pour l'autre capturent
constamment l'essence de ce que c'est que de vivre le premier amour. L'anime, grâce à son format court, oui car ça ne dure que 12 minutes par épisode, sait bien comment attirer l'attention du spectateur et le laisser engagé. Ce n'est pas une romance à l'eau de rose, mais tout de même une histoire légère et relaxante de la vie quotidienne de deux adolescents. Ce n'est pas du gâchis. L'anime a pour genre comédie, school life, shonen et slice of life et bien sûr romance. Du coup, foncez le voir si vous êtes un maître des animés de romance. Et pour ce qui est de l'animation, le studio Connect a fait du bon boulot. L'animation est propre avec une bonne palette de couleurs, des CU au top et des OST très reposantes et relaxantes. C'est un animé de 12 minutes par épisode avec un total de 12 épisodes. On passe à notre 4e animé désormais. Kanata no Astra. On sort enfin du registre School Life et comédie. Cette fois-ci, nous avons affaire à un animé de science-fiction et d'espace, d'aventure et de shonen. Et je pense que certains d'entre vous l'ont déjà regardé, car parmi tous les animés que je viens de citer, je pense que c'est le plus connu. Mais ça reste méconnu car les chiffres ne montent jamais et les yeux aussi. Bref, parlons de l'histoire. En 2063, les voyages dans l'espace sont faisables et disponibles dans la société moderne. On a une jeune fille adolescente qui se dirige au spaceport pour une excursion à la planète lointaine MCPA. Cependant, elle va faire la rencontre de l'athlète Kanata Hochijima, qui l'a aidé à attraper un voleur qui lui a dérobé son sac. Oui, car Aries découvrira rapidement qu'il fait partie du groupe d'adolescents qui l'accompagneront lors de l'excursion en tant qu'équipe B5. En arrivant à leur site de campement, le voyage du groupe prend une toute autre tournure. Une mystérieuse sphère de lumière noire va les aspirer. Échoués sans espoir, ils trouvent à proximité une navette spatiale abandonnée qui leur donne les moyens de rentrer chez eux, ou plutôt un vaisseau spatial. Cependant, ils découvrent rapidement qu'ils ne sont pas aussi proches de leur site qu'ils le pensaient au départ, mais qu'ils sont en fait à des milliers d'années-lumière de chez eux. Avec cette prise de conscience, les 9 membres doivent gérer prudemment leurs ressources et maintenir leur force et s'unir pour conquérir ensemble l'obscurité de l'espace. Ce qui est bien dans cet animé, c'est qu'on a un mystère à traiter et j'adore ce genre d'intrigue, un peu comme l'origine des titans dans SNK. Bon, la source de ce qui leur arrive reste inconnue, mais néanmoins ils vont tous se lancer dans une quête sans réponse avec leur nouvel engin Astra. Pour parler de l'anime en sa globalité, je dirais que c'est bien. Les personnages sont simples, pas trop d'histoire pour compliquer la donne, genre nous bourrer avec leur passé, etc. Au contraire, c'est bref et précis, car dans ce genre d'anime où l'ambiance n'est pas trop à son comble vu que tout le monde est en mode survie, peur et mystère. Mais ce que je trouve moyen dans cet animé, c'est l'intrigue. On a plusieurs mystères qui se résument des fois à des coïncidences pour les personnages et qui n'apportent aucune réponse à part de la confusion pour les personnages en premier lieu et pour nous aussi en second lieu. Mais voilà, c'est pas que je déteste l'intrigue, je vous ai dit que j'aime bien les animés intrigants et tout, mais voilà, des fois c'est moyennement fait. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est, on va dire, assez bon. Il y a quand même pas mal de défauts en sa globalité, l'anime reste bon, même très bon, je lui attribuerai un 8 sur 10. Il sait comment susciter la curiosité du public, chaque planète qu'ils rencontrent met leur vie en danger alors qu'ils aventurent dans l'inconnu. Du coup voilà, on est tout le temps en train de voir si les personnages vont survivre ou pas, on a toujours une petite peur pour eux. Le spectacle conserve un certain réalisme malgré tous les éléments de science-fiction présents et les révélations de la vraie identité de certains personnages va peut-être vous choquer. En tout cas, l'animation quant à elle est bien présente. Les couleurs sont très vives et créent une atmosphère agréable d'une planète à l'autre. Oui, comme je vous l'avais dit, on se déplace beaucoup dans cet animé. L'aventure est à son comble et bon, on va pas aussi rentrer dans les détails des scènes dynamiques et les angles de caméra qui sont assez adéquats et fluides, mais bon voilà, un peu mon ressenti sur cet animé. Je vais pas faire le mec qui s'y connaît en animation, mais c'est juste que c'est assez présent dans cet animé. Bon, un animé de science-fiction du studio Lerché à regarder absolument et il compte un total de 12 épisodes. Univers pas comme les autres et surtout dans une ambiance chaleureuse et déchaînée surtout. Je vais bien sûr parler du seul et unique Tengen Toppa Gurren Lagann. Bon, la réelle question qui se pose, comment vous résumez un animé pareil, qui est juste incroyable?
Bon, je vais faire de mon mieux. Nous avons Kamina, un jeune homme avec un esprit libre, fougueux et déterminé à se faire un nom. Et nous avons Simon de l'autre côté, qui est un jeune garçon timide, sans véritable but dans la vie. Et faut savoir un truc, c'est que Simon et Kamina sont nés et ont grandi dans un profond village souterrain caché de la surface. Ouais, on est dans un délire, un monde post-apocalyptique, à peu près, entre guillemets. Le monde de Gurren Lagann est assez particulier et assez mystérieux. Bref, un jour, Simon tombe sur un objet mystérieux qui s'avère être la clé de contact d'un ancien artefact de guerre que le duo surnommera Lagann. Et grâce à leur nouvelle arme, Simon et Kamina repoussent une attaque surprise depuis la surface avec l'aide d'une jeune fille nommée Yoko Littner, qui a un esprit assez particulier et une personnalité propre à elle-même et surtout dynamique. Vous allez voir, c'est un véritable personnage et elle manie en plus de ça un énorme fusil. Au lendemain de la bataille, le ciel est désormais bien visible, ce qui a incité Simon et Kamina à partir en voyage aux côtés de la belle et sublime Yoko pour explorer les terres désolées de la surface. Sans vous spoil, je vais juste un peu vous teaser que leurs ennemis sont bien coriaces et qu'il en faut beaucoup pour reconquérir un jour la surface. Enfin bref, si après tout cela vous n'avez pas envie de regarder Gurren Lagann, eh bien vous loupez de grandes choses. Il a pour genre action, mecha, aventure et science-fiction avec un total de 27 épisodes réalisés par le studio Gainax et l'œuvre est juste Bon, il faut absolument présenter un animé de comédie dans ce genre de vidéo. Et c'est pour cela que j'ai choisi le seul et unique Space Dandy. Et qui est absolument méconnu. Enfin, c'est mon propre avis, je sais pas si vous le connaissez, mais on va découvrir ça tout de suite. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, j'en ferai une deuxième partie avec grand plaisir. Beaucoup d'animés que j'aimerais conseiller aux débutants et du coup, une deuxième partie sera obligée, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon, Space Dandy, cet animé est tellement mais tellement drôle, je le présenterai un jour dans une analyse spéciale, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, petite info, car vous aimez les petites infos, concernant Space Dandy, eh bien c'est réalisé par Shinichiro Watanabe, connu pour avoir réalisé Cowboy Bebop ou plus récemment Carol and Tuesday, et le staff de Cowboy Bebop est le même pour cet animé. Nous sommes dans un monde mystérieux et étrange rempli d'extraterrestres. Et le travail de Dandy consiste à traquer les extraterrestres non classés et à les enregistrer pour obtenir une récompense. Cela semble assez facile, mais quelque chose de bizarre semble toujours se produire en cours de route, comme des rencontres fortuites avec des zombies, des créatures bizarres et j'en passe. La chasse aux extraterrestres n'est peut-être pas facile, mais elle n'est jamais ennuyeuse avec Dandy. Avec l'aide de ses acolytes, l'adorable robot aspirateur Cutie et l'extraterrestre Miaou qui ressemble étrangement à un chat, d'ailleurs vu son nom, et de son vaisseau, Dandy parcourt la galaxie à la recherche de nouvelles espèces extraterrestres. Mais ce qu'il trouve généralement, c'est l'aventure, le danger et la romance, oui, car il y a un peu de romance dans cet animé. Je peux vous assurer que vous allez vous taper des barres, mais surtout vous allez suivre une aventure riche en mystère et histoire. Du coup, foncez directement si vous ne l'avez pas encore vu. Et on commence avec notre premier animé que j'ai nommé Hanasaku Iroha. Alors si vous n'avez jamais entendu parler ou si vous n'avez jamais regardé cet animé, allez le commencer après cette vidéo, je peux vous confirmer que c'est l'un des meilleurs animés slice of life. Ohana Matsumae est une adolescente hyper énergétique qui réside avec sa mère à Tokyo. Tout est normal jusqu'ici mais pas vraiment, non. Car un jour sa mère décide de s'enfuir avec son nouveau petit ami. Ce qui oblige la jeune fille à se débrouiller toute seule, du coup elle va quitter Tokyo pour aller vivre en campagne chez sa grand-mère qu'elle ne connaît pas très bien. Et cette grand-mère dirige une auberge. Soucieuse de s'adapter au nouveau style tranquille de la campagne, Ohana fait face au défi du travail de femme de ménage et se fait des amis et des rencontres passionnantes dans sa nouvelle école et son auberge. Du coup, commence une nouvelle vie pour la jeune fille, remplie d'incertitudes bien sûr sur son avenir, c'est normal, et des aventures passionnantes. C'est un bon animé slice of life, romance et comédie à voir absolument, et je vous le conseille, allez le regarder maintenant.
Maintenant, on passe à Kuragehime ou Princesse Méduse. Alors, Tsukimi Kurashita est obsédée par les méduses depuis que sa défunte mère l'a emmenée dans un aquarium lorsqu'elle était jeune, comparant leurs tentacules coulantes à la robe blanche d'une princesse. Tsukimi maintenant est âgée de 19 ans et vit maintenant avec 5 autres femmes otaku sans emploi. Elle passe ses journées à être une socialiste qui rêve de devenir illustratrice. Cependant, sa vie changera pour toujours quand elle fera la rencontre d'une belle femme qui l'aide à sauver une méduse dans une animalerie locale. Cette femme branchée bien qu'apparente recèle quelques secrets, à commencer par le fait qu'elle n'est pas vraiment une fille mais un riche étudiant de sexe masculin nommé Kuranosuke. Et là, c'est le début d'une toute autre histoire. Donc je vous invite à aller commencer cet animé, il est vraiment bien et très méconnu à mon avis. Il compte un total de 11 épisodes et il a pour genre slice of life, comédie et romance bien évidemment. Toradora, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ce chef-d'œuvre. L'un de mes premiers animés de romance est certainement parmi mes meilleurs animés de tous les temps. Donc c'est une comédie romantique qui explore les interactions assez complexes des relations amoureuses au sein d'un groupe d'amis de lycée. Mais l'histoire se concentre principalement sur deux personnages principaux aux personnalités totalement opposées, Ryuji Takasu et Taiga Aisaka. Au début, ils forment une alliance pour atteindre leur objectif amoureux respectif. Ryuji aux allures intimidantes mais au cœur doux, bon à part que tout le monde a peur de lui à cause de son apparence, et Taiga une jeune fille énergique, petite de taille mais au caractère très difficile, surnommée le tigre, d'où Taiga, créant une paire intrigante. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, les sentiments entre Ryuji et Taiga évoluent. L'anime explore comment deux personnages totalement opposés peuvent se transformer en un couple d'amoureux, malgré les différences apparentes des deux protagonistes. Ils apprennent à accepter et à soutenir les aspects les moins parfaits de l'autre, créant ainsi une connexion émotionnelle profonde. On réussit à surprendre les spectateurs avec des événements inattendus qui changent la dynamique des relations et rend les choses très compliquées. Tout cela fait de Toradora une expérience immersive et inoubliable. Bref, allez regarder Toradora, il faudrait une vidéo entière dédiée à cette œuvre pour tout évoquer. Si vous n'avez pas encore vu Toradora, eh bien juste foncez. Aoharu Ride. Depuis le collège, les souvenirs de Futaba Yoshioka sont loin d'être agréables. Jugée très mignonne, elle a rapidement suscité la jalousie de ses amis et a été mise à l'écart par toutes les autres filles. Pour aggraver les choses, le garçon qu'elle aimait en secret, Ko Tanaka, lui a mis un vent lorsqu'il l'avait invité. Bon, maintenant, elle est au lycée et Futaba est déterminé à changer son image et à recommencer à zéro. Nouveau lycée, nouvelle vie et nouvelles amies. Jusqu'à ce qu'elle découvre que Ko est inscrit dans le même établissement qu'elle. Mais désormais, il est complètement différent, il est devenu grand et distant. Mais un fait étrange, c'est qu'il a changé de nom et tout cela le rend de moins en moins agréable. Aoharu Ride se distingue par sa profonde exploration du thème du développement personnel. Au cours des années de lycée, c'est une période importante et cruciale pour chaque être humain. On doit passer par beaucoup d'expériences positives et surtout négatives pour pouvoir évoluer et forger notre personne. Ici par exemple, Futaba apprend à surmonter son passé douloureux et à s'affirmer et à découvrir sa véritable identité au-delà des attentes sociales. Tandis que Ku, on sait dès le début que ce côté mystère cachait des choses et hélas des choses négatives. Les émotions de Ku nous plongent dans des thèmes tels que la perte, la solitude et la rédemption. Cela confère une profondeur émotionnelle particulière à la romance. Bref, j'en ai déjà assez dit et je vous laisse explorer l'anime par vous-même, c'est court donc n'hésitez pas. Ces éléments uniques et sa représentation réaliste des relations font de cette série un ajout notable au genre. Et on passe maintenant au fameux Shigatsu wa Kimi no Uso, qui est une belle histoire et qui explore le thème de la musique et de l'amour. L'histoire suit Kosei Arima, un prodige du piano qui perd sa capacité à entendre la musique après la mort de sa mère et qui était assez dur avec lui. Sa vie monotone prend un tournant lorsqu'il rencontre Kaori Miyazono, une violoniste talentueuse, charmante et pleine de good vibes. Du coup, Kaori, avec son esprit libre et sa passion pour la musique, aide Kosei à redécouvrir la joie de jouer du piano. Une relation qui va commencer à se mettre en place petit à petit. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les personnages sont confrontés à des défis émotionnels profonds. La musique devient alors un langage pour exprimer ses sentiments enfouis, et ça crée des liens entre les personnages bien évidemment. Les personnages évoluent de manière significative au fil de l'histoire, leur parcours individuel, leurs relations et leurs confrontations avec des émotions complexes et des situations surtout tristes contribuent à la richesse de cet animé. Regardez juste par exemple le traumatisme qu'a enduré Arima Kosei.
Marqué par un passé douloureux, il l'a surmonté pour retrouver sa passion pour la musique, grâce à Kaori bien évidemment. Du coup, ça contribue énormément à la romance entre ces deux-là. Et cette romance, elle est ultra tissée et de manière délicate, mais elle est également teintée d'une triste réalité. Et je vous laisse la découvrir. Pour finir les amis, je dirais que Shigatsu wa Kimi no Uso, c'est une expérience visuelle et émotionnelle incroyable, avec des visuels bien évidemment éblouissants, des OST magnifiques et des personnages profondément développés. Aussi, il y a bien évidemment un triangle amoureux, avec aussi ces thèmes abordés assez matures, laissant une empreinte émotionnelle durable sur les spectateurs. Donc, foncez si vous n'avez pas encore vu l'anime. Kaishuwa Maid-sama, et que de nostalgie. Bon, c'est une comédie romantique qui se déroule dans un lycée où le ratio garçon-fille est fortement en faveur des garçons. Quant à l'histoire, elle se concentre sur Misaki Ayuzawa, la fameuse présidente du conseil des élèves et qui maintient une réputation sévère et autoritaire, même la terreur du bahut. Cependant, Misaki a un secret, elle travaille à temps partiel comme maid, donc servante dans un maid café. Je pense que vous connaissez la tendance du maid café au Japon, pour aider financièrement sa famille. Donc son monde bascule lorsque Usui Takumi, un élève ultra populaire et ultra mystérieux, découvre son secret. Vu que c'est une présidente assez tyrannique, il peut rapidement lui faire basculer sa vie. Mais au lieu de cela, il va pas révéler son secret et il va décider de soutenir Misaki. Ce qui donne naissance à une relation complexe entre les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que leur connexion, bien que tourbillonnante au début, évolue au fil de l'histoire de manière significative. Mêlant humour, romance et moments touchants, Misaki elle aussi évolue au fil de l'histoire, confrontés à des défis personnels et relationnels. À mesure que leur relation progresse, on voit les barrières se dissoudre petit à petit, laissant place à des moments tendres et romantiques. L'anime a bien réussi à équilibrer habilement la romance et la comédie. C'est donc pour cela que Kaishuwa Maid-sama offre une expérience divertissante avec des thèmes de confiance, d'acceptation de soi et d'amour, etc. etc. C'est un peu ancien, mais ça reste vraiment divertissant et ça vaut le coup